Bonsoir, vous suivez Intelligence économique, votre émission de veille stratégique, une émission qui décrypte pour vous les faits sociaux, économiques et même politiques. Dans ce numéro, intéressons-nous à la diaspora. Seulement en Europe, on compte plus de 8 millions d'Africains. La France à elle seule abrite 3,5 millions d'Africains sur son sol. Quel est l'apport de ces Africains de la diaspora dans leur pays d'origine? Nous en parlons dans ce numéro d'Intelligence économique. L'apport de la diaspora africaine dans leur pays d'origine, nous en parlons avec M. Sadia Zouzou. Bonsoir. Bonsoir, M. Jean-Charles Sibahi. Merci d'être sur notre plateau. Sadia Zouzou est spécialiste en intelligence économique et stratégique. Exactement. Merci beaucoup. Et nous, sur ce plateau également, Dr Alessi Kofi Yeboah. Bonsoir. Bonsoir. Dr Alessi Kofi Yeboah est spécialiste en intelligence économique. Il est également formateur, enseignant à l'école de commerce et de gestion ECG ici à Abidjan. Alors le sujet, il est d'actualité, c'est un sujet dense, la diaspora africaine. Tout de suite, de façon succincte, Sadia, et qu'est-ce qu'on peut retenir de la diaspora mondiale et de la diaspora africaine? Merci beaucoup Jean-Charles Sibahi. Je pense qu'il faudrait éclairer nos téléspectateurs en faisant juste un petit aperçu historique de la diaspora. Le mot diaspora est d'origine grecque et signifie dispersion. À l'origine, il est lié à l'histoire des peuples juifs qui ont été déportés hors de leur pays à l'issue de l'invasion de la Palestine, parce que c'est l'ancien nom de l'État d'Israël, par les différentes civilisations babylonienne, ottomane, perse, turque et plus récemment romaine. Les différentes diasporas donc, se sont constituées au fil de l'histoire après les guerres, les catastrophes naturelles et aussi ces différentes diasporas aussi se sont dispersées aussi pour des raisons économiques. On l'a vu aussi avec la déportation plutôt de près de 100 millions de Noirs africains hors du continent africain en direction de l'Amérique. Mais il faut dire aussi... Vous parlez là de l'esclavage. Et de l'esclavage, exactement. La traite des Noirs, la traite négrière. Effectivement, la traite négrière. Et c'est une forme de diaspora également. Et effectivement, c'est une forme de diaspora. Et les données que nous avons montrent qu'en 2015, il y avait près de 230 millions de personnes qui ont quitté leur pays à travers le monde et qui en retour aussi, envoyaient de l'argent dans leur pays d'origine et cette somme était estimée à l'époque à 440 milliards de dollars, qui peut être estimé à près de 250 000 milliards de francs CFA. C'est énorme, nous allons en parler. Oui. Alors, mais quelles sont les grandes diasporas à travers le monde et même en Afrique? Bien entendu, cela nous amène aussi à parler des grandes diasporas. La diaspora la plus ancienne et aussi la plus influente, c'est la diaspora juive à travers les pays européens et notamment les États-Unis. La plus grande diaspora au monde en termes de nombre, c'est la diaspora indienne avec près de 16 millions d'habitants, ce qui équivaut à la population des Pays-Bas. Nous avons aussi, sur le plan mondial, aussi les diasporas arméniennes, c'est aussi des très grandes diasporas, les diasporas chinoises, les diasporas coréennes. Et ça, c'est sur les diasporas que nous connaissons, mais aussi, il ne faut pas oublier la diaspora libanaise. Les Libanais sont environ 12 millions en dehors de leur pays, qui lui-même, aujourd'hui, compte 4 millions de personnes. Donc, il y a plus... Donc 4 millions de Libanais au Liban et 12 millions à l'extérieur. 12 millions à l'extérieur, il faut compter avec tous ceux qui se trouvent dans les autres pays, en Europe, en Amérique et autres. Ce sont ces chiffres cumulés qui sont là. Maintenant aussi, quand nous venons ici en Afrique, ici, nous avons des grandes diasporas, des pays qui accueillent des grandes diasporas, notamment, je pense que prendre le cas de la Côte d'Ivoire. Et les chiffres qui sont donnés par les experts, qui sont de plus en plus concordants, estiment à près de 5 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire, c'est le cas de la Côte d'Ivoire que je dis, et environ 3 à 4 millions de Maliens, 3 millions de Nigérians, 1 million de Nigériens
Et donc, ce sont des diasporas qui sont très impliquées dans le domaine économique au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, mais en plus de cela aussi, il faut citer d'autres diasporas, notamment en Afrique de l'Est, vers des pays comme l'Afrique du Sud. Donc, tout cela mis l'un dans l'autre donne une image et un synoptique de ce qu'est la diaspora aujourd'hui à travers le monde. Ok, on voit en termes de démographie, les diasporas sont puissantes. Et quel est l'apport de ces diasporas dans leur pays d'origine? Il faut peut-être dire que les diasporas jouent un très grand rôle du point de vue économique. Pour pouvoir peut-être illustrer mes propres propos, si nous prenons le cas du Sénégal, la diaspora du Sénégal contribue à peu près à 14% du PIB de l'État sénégalais. Et donc, les diasporas jouent un très grand rôle. Et les chiffres de la BAD que nous avons parlent d'un apport de 32 000 milliards qui sont, on va dire, transférés vers les pays d'origine de ces diasporas. Et les pays qui recueillent le plus, c'est d'abord le Nigeria. Ensuite, vous avez l'Égypte, et puis vous avez le Sénégal et le Ghana, et puis le Maroc. Donc, ces diasporas ont une très grande importance économique pour les pays d'origine. C'est ce que je peux dire sur cette question. Ok, Sandia. Oui. Alors, il faut ajouter aussi à ce que mon collègue a dit, c'est que ces diasporas, je crois que les chiffres varient, hein, souvent certains chiffres donnés par la Banque mondiale font état de la somme de près de 64 milliards de dollars. 64 milliards pour l'Afrique. Et pour 64 milliards 30 milliards pour l'Afrique subsaharienne. Mais c'est plus que ça. 64 milliards pour toute l'Afrique. 64 milliards de dollars, parlons de dollars. 64 milliards de dollars. Ça fait plus de 32 000 milliards de francs CFA. Et il a donné tout à l'heure les positions. C'est un montant colossal. Hein. Effectivement, il a parlé tout à l'heure des montants, de la position des pays qui reçoivent cette aide-là. Le Nigeria reçoit environ près de 25 milliards de dollars en termes de fonds que la diaspora nigériane, qui est éparpillée à travers le monde, envoie aux pays d'origine, ce qui est estimé environ à près de 12 000 milliards de francs CFA. En deuxième position, je donne plutôt les chiffres, c'est l'Égypte tourne autour de 20 milliards de francs, 20 milliards de dollars. Ensuite, le Maroc, 7 milliards, et le Ghana, de façon variable, le Ghana et le Sénégal, c'est autour de 2 milliards de francs. 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars, je ne suis pas sur le franc CFA, mais 2 milliards de dollars. Mais il faut ajouter aussi que les fonds qui sont envoyés par la diaspora dans les pays africains sont estimés dans l'Afrique de l'Ouest à 45 milliards de dollars. 45 milliards de dollars, et dans ces 45 milliards de dollars, les 25 milliards de cette somme en dollars va au Nigeria. Et des pays comme des pays africains dépendent, je pense qu'il y a une très grande part du PIB de certains pays africains, comme par exemple le Libéria, à peu près 31% du PIB. On parlait tout à l'heure, le docteur parlait tout à l'heure du Sénégal. 12%, 14% au Sénégal, 31%, mais le Libéria, 31%, le Comore, 20%, et aussi d'autres pays, la Gambie et autres, et le Libéria, comme je viens de le dire tout à l'heure, sont des pays dont le PIB est constitué en grande partie des fonds de la diaspora. Alors, d'accord, donc il y a des fonds qui sont rapatriés sur le continent. À quoi servent ces fonds? À quoi servent ces fonds? Les fonds, en tout cas, les études disent que les fonds qui sont rapatriés servent principalement à des besoins de consommation. Vous avez pour à peu près 54%, et il y a à peu près 15% qui servent seulement à l'immobilier. Et tout le reste, c'est des dépenses de santé, d'éducation. Donc ces fonds ne vont pas en grande partie dans les investissements durables. C'est pour aider les familles restées au pays. Donc en termes d'investissement, ces fonds n'ont pas un grand impact, à l'exception de quelques pays comme le Mali, où les immigrés contribuent à mettre en place des projets structurants pour l'État malien même. Donc, mais
en grande majorité, cela est quand même un peu déplorable. Ces fonds servent surtout à des besoins de consommation. Alors, Sadia, donc 32 000 milliards juste pour le quotidien, la vie courante, manger, aller à l'école, se soigner. Oui, bien entendu, c'est ce que mon collègue disait tout à l'heure, c'est effectivement la réalité. Je pense que la donne a commencé véritablement à changer, de sorte que cette année, certains pays comme le Nigeria, je vais vous donner le volume des sommes que la diaspora nigériane entrevoit injecter dans l'économie nigériane cette année. Je crois que la somme tourne autour de 3 milliards de dollars, ce qui correspond, je vais dire, à peu près à près de 1000, 1500, 1700 milliards de francs CFA pour aider le pays, le Nigeria, à varier, je vais dire, à faire une diversification de son économie, dont les recettes, principalement à 90% dépendaient plutôt de la rente, les rentes pétrolières. Donc, je vais dire qu'il y a de plus en plus, et ça c'est pratiquement rare, hein, mais il y a de plus en plus cette volonté de certains pays, par exemple, qui ont compris l'importance stratégique de ces fonds qui viennent de la diaspora, de les utiliser pour faire en sorte que cela puisse entraîner le développement durable, notamment dans les projets d'infrastructure. Alors, Sadia, quels sont les projets pour lesquels les pays africains peuvent tirer profit de cette manne, de la diaspora? Vous voulez parler de projets ou d'opportunités? D'opportunités. Ok. Ah ben, je pense que les opportunités sont d'abord économiques. On l'a dit tout à l'heure, c'est 32 000 milliards de francs CFA. Ça, c'est énorme. C'est 3 fois l'aide publique au développement. Alors. Et les experts, la Banque mondiale estime à près de 29 milliards de francs, 29 milliards de dollars l'aide publique au développement en 2017 contre 64 milliards de dollars. Comme vous voyez que le gap est très grand. Donc je vais dire que... donc on peut dire même avec... les fonds rapatriés, logiquement, on peut développer l'Afrique. On peut développer l'Afrique et les Africains, les États africains peuvent se passer facilement de l'aide publique au développement. Donc, ça veut dire que l'aide publique, je vais dire que les fonds rapatriés par la diaspora sont très importants. Il y a aussi les impacts sur le plan culturel. Je pense que la diaspora, d'abord, c'est d'abord un savoir-faire que ces personnes qui sont allées à l'extérieur de l'autre côté envoient dans leur pays. Il faut se référer aussi de ce côté à l'histoire de l'Afrique. Les descendants afro-brésiliens qu'on appelle les Agoudas. Les Agoudas sont un peuple, sont des esclaves affranchis qui, après l'abolition de l'esclavage au Brésil, ont été, je vais dire, débarqués sur les côtes africaines, notamment dans les pays comme le Togo, le Bénin. Et on sait que les Agoudas ont eu une influence très importante, outre le fait qu'il y a eu, sur le plan culturel, je vais dire, la population des patronymes portugais dans les familles africaines, les Montero, les Lawson, etc. Voilà. Et à Business 24, on a un journaliste qui s'appelle Mon Désir, voilà, Nascimento. Nascimento, etc. Alors, donc, c'est cela. Mais je pense que certainement descendants des Agoudas. Oui, mais bien entendu, c'est les descendants des Agoudas. Et les Agoudas ont apporté d'abord un savoir-faire. C'est pour cela que vous voyez, par exemple, ce savoir-faire-là a eu vraiment un impact sur toute l'Afrique de l'Ouest. Vous remarquez que les premiers ouvriers spécialisés qui ont construit les grandes villes africaines, que ce soit au Ghana, en Côte d'Ivoire, partout, c'était des ouvriers togolais et des ouvriers béninois. Donc, ce savoir-faire, ils l'ont appris, je vais dire, à travers les populations qui sont venues de l'autre côté. Dans les pays francophones, on parle des Agoudas, mais aussi au Libéria, et en Sierra Leone, même au Ghana, on parle des Congo. Les Congos qui sont des ressortissants de ces pays-là. Et il faut dire aussi... je vais faire un peu une petite digression quand même sur l'histoire. Je veux dire, lorsque la Chine a été envahie par les pays occidentaux dans les années 1890, ils se sont rendus compte, ils se sont posé la question de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour être aussi puissant que ces pays occidentaux. Donc, comme ils se sont posé ces questions-là, il y a un projet qui a été initié par Li Jizeng, qui est un Chinois installé à Paris, qui a permis à 2000 écoliers, 2000 adolescents chinois de venir apprendre le savoir-faire dans les pays occidentaux. Et parmi eux se trouvait un certain Deng Xiaoping, qui est, je vais dire, le père de l'économie chinoise moderne.
Et les exemples, véritablement, on peut les multiplier à l'envi, mais je sais que les diasporas africaines portent aussi ces espoirs-là. Sur le plan social, bien, je termine, sur ce côté, on a dit tout à l'heure que les fonds que les diasporas africaines amènent et transfèrent, ça c'est le mot, dans leur pays d'origine, sont utilisés aux 2/3 pour les besoins sociaux. Donc je veux dire qu'il y a un apport véritablement, un soutien véritablement pour l'action sociale dans les pays. Et imaginez-vous, si ces transferts n'existaient pas dans certains pays, je pense que ça aurait été véritablement difficile. Docteur, quelles sont les opportunités que les pays africains peuvent tirer de la diaspora? Non, les opportunités sont énormes. Il faut d'abord, on l'a déjà dit plus ou moins, c'est d'abord économique. Et sur le plan économique, nous savons que souvent nos États sont en train de tendre la main vers les bailleurs de fonds multilatéraux, bilatéraux, alors qu'il suffit seulement de canaliser un peu le transfert des fonds pour pouvoir mettre en place des projets qui peuvent être financés par la diaspora sans avoir à supporter des conditions difficiles. Donc c'est d'abord économique. Ensuite, il y a aussi les aspects, on va dire, du savoir et du savoir-faire, comme tout à l'heure M. Sadia vient de le dire. Lorsque on est dans un autre pays, on va se former, on va apprendre des choses nouvelles, des innovations qu'on peut apporter à son pays. Donc ça aussi, c'est un élément très important. Et puis, on peut ajouter même au point de vue culturel, il y a des savoir-vivre qu'on va acquérir dans le pays d'accueil qu'on peut transférer chez soi. Et il faut aussi ajouter à cela le fait qu'on est immigré dans un autre pays, ça nous permet d'avoir l'esprit plus ouvert. Et ça, c'est très important. Mais les opportunités du point de vue économique sont essentielles. Sont essentielles. Mais il faut ajouter aussi un côté, le volet politique aussi. Je veux dire que ça dépend du côté où on se trouve. Mais beaucoup de changements qu'on appelle les révolutions dans certains pays, en Afrique du Nord ou bien dans d'autres pays, sont liés aux apports des diasporas qui non seulement ont les moyens, mais aussi ont les contacts sur le plan international. Mais je vais dire encore une fois de plus, ça dépend du côté où on se situe. Bon voilà, si les changements, les changements qui ont entraîné des bouleversements dans certains pays ne sont pas favorables à certaines personnes, quand ces mêmes changements sont favorables à d'autres. Donc je veux dire que c'est l'un des apports aussi des diasporas, et je crois qu'on aura l'occasion d'analyser ce fait tout à l'heure. Ok, docteur, mais le constat est clair, on a l'impression que les pays africains ne tirent pas pleinement parti du bénéfice de leur diaspora. Et quelles sont les faiblesses? Quel est le problème? Je pense que les faiblesses sont nombreuses. On peut en citer quelques-unes. Il y a d'abord le fait que les pays africains n'ont pas compris très tôt la portée de la diaspora. Puisque en général, les gens qui sont de la diaspora, quelque part, c'est comme si c'était un bon débarras. Ce sont des gens qui trouvent que, bon, là où ils sont, il ne fait pas bon vivre, donc ils vont chercher ailleurs un mieux vivre et un mieux-être. Ce n'est que quelques pays, notamment le Maroc, l'Égypte, et puis je pense que tout récemment le Ghana, ce sont des pays qui ont quand même compris qu'on peut tirer quelque chose de la diaspora. Donc c'est le manque d'organisation qui fait qu'il y a une certaine faiblesse. Et heureusement, pour la Côte d'Ivoire, il n'y a pas longtemps, l'État ivoirien a mis en place la direction des Ivoiriens de l'étranger, qui fait mains et pieds, en tout cas pour organiser un peu en fait les membres de la diaspora. Mais c'est surtout le fait que nous sommes, nos pays étant assaillis par de nombreux problèmes, de nombreux défis, n'ont pas vu qu'il y a une force dans la diaspora. Je peux donner par exemple l'exemple de l'Inde. L'Inde, la diaspora indienne en 2017 a rapatrié 72 milliards de dollars. On ne peut pas le calculer même en francs CFA, c'est énorme. Vous voyez, donc c'est parce que nos pays n'ont pas perçu très vite. Bon, mais il y a quand même l'espoir, il y a l'espoir. Par exemple, le Sénégal, qui a mis en place dans le cadre du plan Sénégal émergent, il y a un élément qui est essentiellement dédié à la diaspora. Donc c'est le manque de vision d'abord, c'est la principale faiblesse,
que je peux mettre ici en exergue, le manque de vision qui fait que bon, cette diaspora n'a pas été prise en compte dans les plans de développement des États. Mais les choses sont quand même en train de changer quand même. Ok, les choses sont en train de changer. Oui, je vais ajouter à la suite que il y a d'abord les surtaxes sur les transferts de fonds à destination des pays d'origine, spécialement africains. Dans ce domaine-là, vous avez deux grandes entreprises mondiales de transfert de fonds, notamment Western Union, qui est le leader mondial en ce qui concerne le transfert de fonds entre les pays africains et les diasporas, et MoneyGram. Ces deux entreprises, ces deux maisons de transfert, à elles seules valent 2/3 des transactions en ce qui concerne le transfert de ces fonds-là. Et les commissions appliquées au transfert de fonds sont dans l'ordre de 10 à 15% parfois pour MoneyGram. Wow. Et donc, c'est un facteur financier, c'est un obstacle financier lourd qui empêche... Pour mieux faire comprendre à nos téléspectateurs, oui. Je vis en Europe, oui. Je veux envoyer 10 millions oui. à ma famille oui. pour une aide alimentaire ou la santé ou l'éducation. Et je vais envoyer 10 millions, mais je dois payer 1 million. 1 million de francs. Et 1 million, quelquefois 1,5 million à un opérateur oui. pour les transactions. Et pour vous, c'est un frein? Oui, pour moi, c'est effectivement un frein. C'est un frein parce que la moyenne mondiale se tourne autour de 7,1% dans les autres pays. C'est-à-dire les flux financiers entre les diasporas des autres pays, hormis le continent africain, tourne autour de 7%. Et c'est seulement en Afrique que ça tourne autour de... que le taux va de 10 à 15%. Les raisons expliquées par ces entreprises-là, c'est la faible bancarisation de l'Afrique. On parle de 24%, que le taux de bancarisation de l'Afrique est très faible. De sorte que cela donne un argument à ces maisons-là de ne pas faire, d'appliquer ces tarifs-là. Bon, bien entendu, fort heureusement, on en parlera tout à l'heure, il y a des nouvelles start-up africaines qui se développent, qui sont des nouveaux entrants. On en parlera. Donc les pays mais permettez-moi tout juste allons-y. de parler aussi des obstacles aussi. Oui, les obstacles il y a aussi des obstacles politiques. Je vais dire que les diasporas africaines suscitent aussi la méfiance. Elle suscite de la méfiance dans la mesure où... En 2019 Oui, en 2019. La diaspora suscite encore. Non, encore, mais c'est suite à faire... On peut comprendre par le passé, on s'est dit que bon, ils vont venir avec des idées révolutionnaires. Mais nous sommes en 2019. Oui, mais en 2019, cette méfiance elle demeure, et puis à juste raison. Vous pouvez savoir, par exemple, quand vous prenez, je vais dire, l'histoire, par exemple, de certains mouvements qui ont déstabilisé des pays. Par exemple, je prends les Tigres Tamouls. Le conflit a duré de 1983 à 2009 parce qu'il était alimenté par les diasporas tamouls au Canada, aux États-Unis. C'est la même chose. L'imam Khomeini, l'ayatollah Khomeini, réfugié en France en 1979, était à la base de la révolution iranienne en 1979, qui a renversé Mohamed Reza Pahlavi, que le Shah d'Iran, qui l'a renversé. Et c'est la même chose. Et je pense aussi, quand on prend le conflit en Irlande du Nord, qui a duré près de 40 ans, ce conflit était alimenté essentiellement par les fonds des diasporas irlando-américaines qui l'ont alimenté. Donc, ces conflits se sont non seulement radicalisés, mais aussi se sont prolongés avec l'intervention de ces fonds-là aussi. Mais aussi, d'une des faiblesses, c'est parfois aussi le manque de... Je pense que certains États n'ont pas encore, assez compris la valeur stratégique que peut représenter le niveau des montants transférés, surtout en termes d'argent, mais aussi en termes de savoir. Donc ça fait que ce n'est pas des choses qui sont prises très, très, très au sérieux. Donc il y a aussi ces facteurs-là. Mais le dernier facteur que je pourrais citer aussi, c'est du fait que beaucoup de nos frères qui sont partis de l'autre côté, qui veulent revenir, ne trouvent pas souvent
je vais dire, des créneaux suffisamment accrocheurs pour pouvoir revenir au pays. D'autre part aussi, il se trouve que... Est-ce que ce n'est pas le fait qu'on ne les informe pas suffisamment des opportunités qu'il y a sur le continent? Bien entendu, il y a un manque aussi de marketing social en direction de ces diasporas-là. Un autre facteur aussi qui est dû au fait que les divisions politiques internes dans les pays d'origine s'exportent. Malheureusement dans la diaspora, et de sorte que les diasporas sont disées, on est réunis, soit par exemple par affinité régionale, on est réunis à l'extérieur par affinité politique. Donc vous ne serez pas surpris que dans un pays européen, on voit la diaspora LMP, la diaspora Non, LMP. mais ça, je veux donner la diaspora typique. Hein. On parle, les experts parlent de deux diasporas qui sont vraiment à ce niveau-là, et les diasporas congolaises, et puis les diasporas ivoiriennes, et puis bon, qui sont véritablement l'une des diasporas vraiment qui est un peu divisée, quoi. Parce qu'à l'origine, déjà, les gens sont partis sur les bases régionales, et puis à d'autres bases, hein, mais quand je veux dire, ce sont les effets collatéraux sur ce que nous avons connus en Côte d'Ivoire. Donc, il appartient au pouvoir public maintenant de voir comment est-ce qu'il peut recoller tous ces morceaux. Ok, docteur, on a vu les faiblesses qui tournent principalement autour de la non-prise de conscience des États africains sur la force que représente leur diaspora. Et quelles sont les solutions? Non, il y a des solutions. Il y a des solutions. Je pense que je peux donner un exemple. Un pays comme le Burundi, on peut dire qui est frappé d'embargo à cause du troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, pour financer son budget, au but de faire appel à la diaspora. Donc il y a des solutions. Par exemple, mettre en place des bons, des bons de la diaspora, c'est une voie pour que les institutions étatiques puissent garantir ces bons, pour que les gens de la diaspora puissent venir acheter ces bons pour financer l'économie. Donc, il ne s'agira plus de financer uniquement le quotidien des populations, mais financer l'économie, des projets structurants, des projets d'infrastructure. Puisque les gens de la diaspora sont des gens en général qui travaillent dur. Et comme ils travaillent dur, ils ont de la liquidité. Mais tout ce qu'ils demandent, c'est un véhicule sécurisé pour investir leur argent, leur épargne. Et donc, il suffit que nos États mettent en place les conditions, alors les gens vont venir investir. Ensuite, il y a d'autres solutions. Souvent, vous avez des dons qui viennent en matériel, même en argent, mais ces dons sont surtaxés. Il y a des contraintes au niveau de la douane, etc. Donc, l'État peut mettre en place des conditions pour faciliter le transfert ou bien même l'envoi de ces dons. Et il y a encore d'autres solutions, notamment, je ne peux pas dire que ce sont des solutions nouvelles, mais on les connaît. C'est organiser ce qu'on appelle le forum de la diaspora. Et heureusement, chaque pays commence à le faire. La Côte d'Ivoire l'a fait, le Ghana. Mais il faut que nos États, au haut niveau, comme le Ghana le fait, parce qu'en fait, il ne s'agit pas de créer la roue. Il faut voir ce qui marche ailleurs et puis amener ça chez soi. Par exemple, au Ghana, l'année 2019 a été décrétée par le président de la République comme l'année de la diaspora. Et les Ghanéens voient plus loin. Et ils ne parlent plus de la diaspora ghanéenne. Ils parlent de toute la diaspora africaine. C'est-à-dire que tous les Noirs qui ont quitté le continent, ils ont le Ghana comme terre d'accueil. Pour qu'il suffit qu'on leur fasse des facilités, ils vont venir investir. Donc l'État doit mettre en place des facilités, des allégements fiscaux. En tout cas, toutes les conditions doivent être favorables. Alors, les gens viendront investir leur argent. En général, quand on est de l'autre côté, on est très loin de sa famille, de sa terre, on a des doutes. Lorsque je vais revenir mon argent, est-ce que cet argent va être bien utilisé? On a tous ici entendu parler des gens qui ont détourné les fonds parce que il est venu, il va acheter une maison, il vient, il n'a pas la maison, mais il a un terrain nu. Donc tout ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont de l'argent, qui veulent investir. Donc il faut que l'État mette en place des conditions sécurisées et les gens vont venir investir. Ok, Sandia? Oui, il y a aussi. Oui, bien les solutions d'abord, elles sont sur le plan financier, économique. C'est d'abord essayer de réduire
les taxes sur les transferts de fonds. Les estimations de la Banque mondiale, au cours des derniers sommets du G7, ont pris la résolution d'aider à réduire les taux sur les transferts, les surtaxes, qu'on peut appeler les surtaxes sur les transferts de fonds, de 3 à 5%. Ça, c'est l'une des solutions. Bon, mais je pense que... de 10 à 5%. De 15, parce que c'est 15 à 5, 3 à 5%. Mais je pense que depuis ces vœux ont été exprimés, bon, beaucoup de choses n'ont pas changé. Donc, il faut que les États s'engagent à ce que ces taux-là soient abaissés. Parce que certains experts ont fait des estimations en disant que l'augmentation, c'est-à-dire le maintien de ces taux de 10 à 15%, fait en sorte qu'aurait pu, si ces taux-là n'avaient pas été appliqués, on aurait pu construire, on aurait pu aussi aider près de 24 millions d'écoles, impacter la vie de 8 millions d'Africains dans le domaine de la santé et aussi impacter la vie de 21 millions, 21 millions d'Africains en ce qui concerne les projets d'accès, à l'eau potable. Autre chose aussi, c'est que les gouvernants doivent prendre aussi des dispositions pour permettre à leurs diasporas qui vont rentrer de mettre certaines conditions sur pied pour faciliter les retours. Vous savez que quelqu'un qui est parti soit pour faire ses études sur le plan international, à 18 ans par exemple, et qui hier est resté jusqu'à 40 et quelques années, qui veut revenir dans son pays, mais il est vraiment déboussolé, il est perdu, il n'a plus de repères. Donc il faut créer ces conditions. Autre chose aussi, en plus de ces accompagnements qui sont destinés aux personnes, d'autres solutions aussi seraient de faire un peu ce que certains pays font, la représentation politique. Par exemple, dans certains pays, tels qu'au Sénégal, il y a 14 députés qui représentent la diaspora. Et aussi, tout récemment, au niveau de la Côte d'Ivoire, bien entendu, il y a un sénateur qui a été nommé au titre des Ivoiriens de la diaspora qui, au passage, les Ivoiriens à l'extérieur sont estimés à 1,2 million de personnes à l'extérieur. Donc, ce sont, entre autres, ces solutions-là qui peuvent... Et il y a beaucoup de solutions. Mais en parlant d'accompagnement de façon précise, les membres de la diaspora qui ont beaucoup de projets, parce que ce que nous avons dit, ce que nous proposons sur ce plateau, c'est de faire en sorte que toutes ces sommes-là qui sont envoyées, tous ces montants ne soient pas utilisés uniquement pour des besoins de consommation courante, l'eau, les loyers, etc., mais qui soient utilisés dans le développement industriel. Donc, il faut accompagner ces personnes-là qui sont dans la diaspora à venir s'installer en Côte d'Ivoire. En Europe, quand le taux d'intérêt bancaire est trop élevé, il est à 2%. Mais nous sommes ici à 6%, à 8%. Donc, je veux dire que ce sont des conditions que ces personnes-là, quand elles arrivent ici, c'est difficile pour elles. Donc voici quelques solutions que nous pouvons donner. Effectivement, il y en a beaucoup d'autres encore. Il y en a beaucoup d'autres. Nous sommes en intelligence économique. À vous écouter, on voit que la diaspora est un véritable levier économique. On voit un peu son impact à l'échelle systémique, même à l'échelle macroéconomique. Quels sont les acteurs qui profitent de tout ce levier économique là, de la diaspora? Ben, les acteurs, bon, il faut voir d'abord ceux-mêmes qui sont membres de la diaspora d'abord, ce sont les premiers acteurs. Et puis ensuite, il faut voir les états d'accueil, ensuite les associations. Les états d'accueil en profitent? Ah oui, bien sûr, c'est la main d'œuvre. Et en général, ceux qui vont en diaspora sont les personnes les plus dynamiques, les plus jeunes, les plus, on va dire, ce sont des gens... Les plus qualifiés, en fait. Les plus qualifiés, quelquefois. Donc, c'est une opportunité pour souvent ces pays où, bon, la population est vieillissante. Donc, c'est une opportunité. Ensuite, les acteurs, on peut aussi parler des associations, en fait. Parce que toutes les diasporas sont quand même organisées. Il y a des associations et puis il y a des ONG qui militent pour l'accueil des diasporas, etc. Il y a aussi, on ne va pas le louper, les maisons de transfert d'argent. Tout à l'heure, Sadia parlait de Western Union et de MoneyGram. Tout
tout à fait. Hein, deux principaux acteurs. Tout à fait. Les chiffres que moi j'ai, on parle de 4 milliards de dollars en termes de frais de transfert, ce qui est énorme. Donc, ces maisons de transfert sont des acteurs clés. Et puis, bon, il faut y ajouter quand même les entreprises de e-commerce, hein, les compagnies comme, je ne sais pas si on peut les citer sur le plateau, les Afrimarket, les Jumia, les Jangolo, tout ça, ce sont des entreprises qui en tirent profit, qui sont quand même des acteurs sûrs. Et puis, bon, après, il faut parler aussi des États qui mettent en place des structures qui essaient de trouver la traçabilité de ces diasporas. En Côte d'Ivoire, nous avons la direction des Ivoiriens de l'étranger. Dans les autres pays, il y a les mêmes structures. Parce que c'est tellement important, parce que très souvent, quand quelqu'un est parti, les États ont tendance à perdre ses traces. Donc heureusement que ces genres de structures existent. En tout cas, voici un peu les acteurs que je peux citer. Oui, là, en fait, les acteurs sont les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques. Tout à l'heure, il a parlé de certains acteurs. De façon globale, nous avons les pays de résidence des diasporas, d'où proviennent ces fonds. Et quand on parle de fonds, on va parler aussi de savoir. Nous avons essentiellement les États-Unis, la France, l'Allemagne, et aussi d'autres pays qu'on peut citer. En plus de ces acteurs étatiques, il y a les acteurs non étatiques. Il les a cités tout à l'heure. Dans les acteurs non étatiques, il y a les maisons de transfert d'argent. Et parmi ces maisons de transfert d'argent, nous avons deux qui sont des établissements leaders. Mais à côté d'eux, il y a des nouvelles start-up qui sont des nouveaux entrants dans le marché de transfert des fonds dont l'objectif est de ramener je vais dire le coût des transferts à une portion un peu moindre. Voilà. Et donc, il faut classifier ces maisons en deux types. Vous avez des maisons de transfert d'argent qui utilisent le système cash to cash. Et il y en a celles qui utilisent aussi les cash to good. Les cash to cash, c'est lorsqu'on envoie de l'argent à quelqu'un pour qu'il puisse le retirer sous forme de numéraire. Et les cash to good, c'est de l'argent qu'on envoie, mais qui permet au destinataire de récupérer soit de la marchandise ou bien d'avoir accès à un service de façon précise. Acheter soit par exemple des médicaments pour un parent qui sollicite son parent qui est à l'étranger, qui le sollicite. Au lieu de lui envoyer de l'argent cash, on lui envoie soit par exemple, on envoie de l'argent à la pharmacie et il va y récupérer les médicaments. Si c'est pour construire une maison, on utilise le même procédé pour acheter le matériel de construction, entre autres. Donc, il y a ces acteurs-là qui sont là et qui concourent véritablement à cela. Et à côté de cela aussi, il y a des établissements bancaires. Les établissements bancaires sont assez timides sur le domaine. On ne les voit pas assez, mais ils existent. Ils existent, les établissements bancaires. Je pense que les établissements bancaires en Côte d'Ivoire et dans les pays africains ont intérêt, eu égard à la masse d'argent que nous avons dit tout à l'heure, à orienter leur stratégie vers ces diasporas-là. Ouais. Mais justement, c'est parce que, en faisant par exemple de façon interne, en donnant la possibilité aux gens de toutes les conditions de pouvoir ouvrir des comptes bancaires dans leurs différentes banques. Et là, si les gens ont accès facilement aux banques, ça va diminuer un peu le recours qu'il y a, par exemple, aux maisons de transfert d'argent, comme vous le voyez. Donc, il y a ces maisons-là. Il y a aussi le développement de ce qu'on appelle le mobile banking, c'est-à-dire que nous connaissons ici en Côte d'Ivoire, pour ne citer que les leaders M-Pesa et autres. Je ne suis pas fait de jaloux ici en Côte d'Ivoire. Mais il y a cela. Il y a aussi des associations, des membres de la diaspora qui se réunissent aussi en association. Il y a d'autres acteurs qui sont les acteurs informels. Ces acteurs informels, il faut les citer. Ces acteurs informels sont sortis du fait, liés au fait que les coûts de transfert étant très élevés, d'autres personnes utilisent des voies qu'on appelle les valises. Les valises, ce sont des personnes qui se mettent ensemble, qui payent le billet d'avion, par exemple, d'un compatriote et qui va remettre l'argent en cash au destinataire. Bien entendu, l'avantage, c'est qu'on passe à travers les mailles, mais je pense aussi que
La sécurité. La sécurité. La sécurité, il peut se faire braquer. Il peut se faire braquer, tout ça. L'argent pourrait ne pas arriver à destination. Et l'argent pourrait ne pas arriver à destination, mais je m'en voudrais si je n'ai pas cité, si je ne citais pas la maison à Dabchil. Oui. Dabchil a été créé par un homme d'affaires somalien qu'on appelle Abdurrachid Douale. Ce milliardaire somalien, son entreprise est l'une des plus grandes entreprises de transfert d'argent créée par un Africain. Dabchil est présent dans près de 126 pays au monde et avec son siège principal à Londres. Et aussi, Dabchil est présent dans près de 43 pays. Son modèle économique, c'est qu'il permet un accès beaucoup plus facile aux populations indigènes. Dabchil transfère de l'argent, c'est plus facile de récupérer, distribuer cet argent dans les plus petits hameaux parce qu'ils ont un circuit de distribution. Donc, il est très important de pouvoir souligner cela pour souligner que les Africains, dans ce domaine-là, réussissent. Ok, voilà. Oui, allons-y, docteur. Pour préciser quelque chose quand même, oui. Il faut dire que les valises, je crois qu'il y en a de moins en moins. Oui. En fait, il y a un autre système. Oui. L'argent, en fait, est regroupé. Et l'argent, en fait, ne bouge plus, en fait. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui est peut-être au Canada, qui veut faire venir de l'argent ici en Côte d'Ivoire. Mais il y a quelqu'un ici qui est en Côte d'Ivoire, qui veut faire partie de l'argent au Canada. Il suffit de les mettre en contact. Il va remettre cet argent à celui qui est ici et l'autre va faire la transaction vraiment de l'autre côté. Donc, l'argent ne bouge plus. Donc, et tout ça pour contourner un peu les Mais ça, frais, c'est des circuits informels, parce que ça, ce sont des circuits informels, donc je voudrais qu'on en parle. Mais donc, ces transactions échappent à l'État. Voilà, bien entendu. Donc, éviter de payer les taxes. Donc c'est un pavé dans la mare de l'État pour leur dire attention, voici. Et de plus en plus, si ce système-là se développe, il est en train de se développer. J'en ai entendu parler. Il va se développer. Voilà, d'un là, entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, où transfère proprement et de façon incognito, on peut recevoir l'argent sans passer par les circuits officiels. Ok. Voilà. On voit qu'il y a des acteurs et que c'est un véritable business. On voit les acteurs, surtout les acteurs économiques. Donc on voit tout de suite une compétition. Docteur, comment se déroule cette compétition, cette bataille pour la manne, la manne financière de la diaspora? Oui, en tout cas, c'est une bataille. Chaque État essaie de mettre en place des conditions pour essayer de capter les fonds. Les fonds, notamment, on organise des différents forums de la diaspora. Dans tous les pays, c'est devenu un peu la mode. Donc, chaque État essaie d'attirer ses ressortissants à ces forums-là. J'ai parlé du Burundi, qui a organisé il n'y a pas très longtemps. La Côte d'Ivoire aussi en a fait de même. Et puis... il y a un qui est prévu en juin 2019. Ok, ça c'est le cas de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. En tout cas, tous les pays essaient de faire, on va dire, de charmer les diasporas. Et même, ils se déplacent, ils vont dans les pays de résidence des membres de la diaspora pour faire des expositions, etc., pour montrer les facilités qui existent dans le pays. Et c'est une bonne chose, je pense. Mais je crois qu'il y a aussi la compétition, elle est... Aujourd'hui, elle a changé. C'est-à-dire quoi? Il faut aussi, entre les États, pas forcément encourager la diaspora, mais il y a une autre diaspora dont on n'a pas trop parlé sur ce plateau. C'est au niveau des fonctionnaires internationaux qui sont issus de ces différents pays. Donc chaque État aussi essaie de placer ses citoyens dans les organisations internationales pour que ces citoyens soient en tout cas des bons relais. Et ça, c'est très important. Et chaque État essaie en tout cas d'avoir le maximum de postes. Et nous avons parlé de ça ici sur ce plateau il y a quelques temps. Donc ça aussi, c'est très important. Aussi, chaque État essaie de protéger ses citoyens, même si les États africains n'ont pas les moyens des pays occidentaux, mais quand même, chaque État essaie d'apporter l'assistance juridique, les informations sur les sites, etc., pour essayer de sécuriser les citoyens qui sont dans la diaspora. Mais je pense que c'est essentiellement ça. Mais la compétition aujourd'hui, c'est comment capter les fonds. Comment capter les fonds. Et tout est mis en place
surtout en Côte d'Ivoire ici, il ne se passe pas 1 an, 6 mois sans qu'il y ait une petite rencontre qui concerne la diaspora. Okay. Ce que je peux dire à mon niveau, c'est au niveau de la compétition, elle se déroule sur plusieurs niveaux. Elle se déroule sur le plan diplomatique, elle se déroule sur le plan économique, elle se déroule sur d'autres plans. Je prends par exemple le cas qu'il a évoqué tout à l'heure sur la fonction publique internationale. Certains pays ont compris l'importance stratégique de leurs ressortissants qui sont dans la diaspora. De sorte qu'ils ont pris des dispositions pour aider ces personnes-là dans leur carrière internationale, comme par la fonction publique internationale. De sorte que dans ce pays-là, l'exemple classique, c'est le Sénégal. Le Sénégal, les dirigeants sénégalais au plus haut niveau de l'État ont mis des systèmes en place qu'on peut voir ou qu'on peut ne pas voir, mais ce qu'on voit, c'est les résultats qu'on voit, qui font en sorte que les fonctionnaires internationaux sénégalais qui cherchent d'abord, qui postulent pour des positions sur le plan international, soient soutenus. Et dès l'instant qu'ils sont soutenus, ils s'organisent de sorte qu'ils puissent créer une sorte de réseau pour permettre et préparer leurs compatriotes, les compatriotes sénégalais, pour qu'ils peuvent aider d'une façon ou d'une autre pour pouvoir avoir accès à un certain poste. Dans tous les pays où les Sénégalais se retrouvent, en tout cas qui sont les fonctionnaires internationaux, ils se retrouvent en réseau. L'intelligence économique a aussi, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. Mais l'objectif, il faut savoir que dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un monde relationnel. C'est le lobbying que ces États-là font. Donc, c'est un exemple qu'il faut prendre. Et certains États, je vais dire aussi, pour les recherches, lorsque nous préparions cette émission, nous avons eu accès, nous avons échangé avec des personnes. Bon, il y a des pays où les choses ne sont pas totalement encore bien enclenchées. Au niveau du cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, je me réjouis du fait que tout récemment, le ministre Jean-Claude Bou a été nommé comme président de la commission de l'UEMOA, je crois de la CEDEAO. C'est une très bonne chose. Mais à l'origine, je pense que ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas parce que Houphouët-Boigny avait une politique. La Côte d'Ivoire, avec son niveau de développement, était un cran un peu plus au-dessus des autres pays de la Sud. Et je vais dire que il y avait une phrase qu'il disait que la Côte d'Ivoire ne saurait être une oasis de prospérité dans un océan de misère. Donc, de sorte que cette pensée-là était véritablement pour montrer l'état d'esprit, je vais dire à cette époque-là. Mais aujourd'hui, les données ont changé. Les données ont changé. Il faut véritablement mettre des politiques en place pour soutenir non seulement les ressortissants ivoiriens à l'international, mais aussi les entreprises ivoiriennes qui vont aller postuler sur les autres marchés. La Côte d'Ivoire est un marché ouvert à tous les autres pays et ça a tout été ainsi. Quand quelqu'un donne, a l'habitude de donner, et c'est le cas de la Côte d'Ivoire a beaucoup donné à l'Afrique et à la sous-région. Et tout récemment, j'ai écouté le président de la République qui disait, qui demandait, je crois, une sorte de réciprocité maintenant pour le cas de la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a des barrières qui sont plus ou moins apparentes, qui empêchent des entreprises ivoiriennes de s'installer dans d'autres pays, alors que ces pays-là eux-mêmes ici détiennent des entreprises, des grandes parts des marchés en Côte d'Ivoire. Donc cela, je vais dire qu'il y a cela qui est très important. Maintenant, il faut se poser la question de savoir, est-ce que maintenant cette réciprocité, elle va se faire comment? Est-ce qu'elle sera donnée ou elle ne sera pas donnée? Mais nous sommes en compétition économique. En compétition économique, c'est comme en sport, on ne fait pas la passe à l'adversaire. Est-ce que les autres pays sont en situation véritablement aujourd'hui de faire cette passe que le pouvoir public ivoirien attendent? Je pense que c'est du devoir aussi. Et je pense que les dirigeants ivoiriens sont en train d'y travailler. Okay. S'il y a la Commission nationale des politiques économiques, dans laquelle il y a une cellule de veille et une cellule d'intelligence économique, je pense que c'est cela qui va aider. Donc c'est un élément très important. Je pense que pour essayer d'appuyer un peu ce que M. Sadia, en fait, c'est un appel. Hein. Il faut que les États, notamment l'État ivoirien, protègent les fonctionnaires internationaux ivoiriens qui sont dans les institutions. Il ne faut pas qu'on les laisse être primés, être envoyés. C'est ça. Normalement, lorsqu'un fonctionnaire ivoirien est dans une institution, s'il est parti à la retraite, ou bien s'il y a eu, il faut qu'on le remplace par un autre fonctionnaire ivoirien. Mais quand on laisse comme ça la porte ouverte, c'est pas bien. Chaque État
doit protéger ses citoyens. Il n'y a pas d'amitié en fait. Nous sommes en guerre économique. Oui, ça, ouais. Et en guerre économique, tous les coups sont permis. On ne fait pas la passe voilà. à l'adversaire. Alors, docteur, je reste avec vous. Qu'est-ce qu'on peut retenir des enjeux des diasporas? Non, les enjeux sont énormes, hein. On l'a dit. Les enjeux sont d'abord politiques, économiques, culturels, sécuritaires et même stratégiques et informationnels. Je vais essayer de les développer au fur et à mesure. Alors, au niveau du point de vue même stratégique, parce que nous sommes en instance économique, lorsque vous avez une diaspora dans un pays à l'étranger, cette diaspora est une source d'information pour votre pays. Cette diaspora peut vous donner d'avoir accès à des informations que vous ne pouvez pas avoir autrement que par elle. Ensuite, tout à l'heure on parlait des fonctionnaires internationaux. Lorsqu'un fonctionnaire ivoirien ou togolais ou ghanéen est dans une institution, il est là-bas, il peut donner des informations stratégiques à son pays pour faire des choix. Et ça, c'est très important. Je ne vais pas trop m'étaler dessus, mais en tout cas, la position qu'occupe un national dans une organisation internationale est très importante pour le pays. Et ce dernier doit pouvoir être en connexion avec son pays pour lui donner des informations utiles. Et ça, c'est très important. Ensuite, pour en venir aux autres enjeux, j'ai parlé des enjeux économiques. On en a parlé assez sur ce plateau. Mais prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Les derniers chiffres que nous avons, on parle de 200 milliards qui ont été transférés en 2016 par les Ivoiriens qui résident à l'étranger. Mais ça, c'est très peu par rapport à leurs ressources. Donc, il suffit que cette diaspora soit motivée, soit organisée, soit suivie. La diaspora va apporter peut-être 10 fois plus que cela. Je prends le cas, c'est le même montant pratiquement pour le Togo. Le Togo, on parle de 287 milliards qui a été transféré par la diaspora togolaise dans l'économie du pays. Donc, il suffit que les États puissent mieux organiser et puis qu'on sorte de tous les clivages politiques, tous les conflits que nous avons eus ici. On ne doit pas, en tout cas, si nous restons sur le plan économique, on ne doit pas transposer toutes les divisions inutiles. Il faut plutôt mettre en place les conditions, quel que soit le national, pourvu qu'il soit là pour accompagner son pays, l'État doit pouvoir lui donner les conditions. Et c'est ça qui est très important. Et les enjeux sont aussi culturels, et je l'ai dit, parce que lorsque quelqu'un va en diaspora, il a une autre culture, il a une autre mentalité. Et puis enfin, je peux m'arrêter sur ça, c'est les enjeux démographiques. Et je l'ai dit ici, sur ce plateau, une fois, quand on va en diaspora, en général, on va pour peupler un pays. Et donc, on va, il y a dans des régions où la population est vieillissante, on va pour faire, parce qu'il faut que la terre soit vraiment remplie. Donc, la diaspora est là pour que là où la population est vieillissante, elle soit remplacée. C'est dommage que quelquefois, il y a des barrières qui s'installent. Mais l'enjeu le plus important, c'est l'enjeu économique. Oui, mais moi, je parlais tout à l'heure et puis bon, je pense que je n'avais pas fini mon développement avant que vous alliez sur la question. La compétition se déroule aussi sur des dispositions réglementaires. Je vais dire par exemple, ou bien des dispositions législatives. Dans un pays comme le Ghana, par exemple, il y a un projet de loi qui a été voté, qu'on appelle la loi du droit de résidence. Cette loi du droit de résidence est accordée, je vais dire, aux Africains, aux Afro-Américains qui viennent de la côte, qui sont véritablement une véritable opportunité aujourd'hui. Donc, qui est accordé à ces Ghanéens-là qui peuvent accéder librement à la nationalité ghanéenne, qui a été votée en 2000. Ce qui a permis à près de 3 000 à 5 000 Afro-Américains de venir s'installer encore. Donc, ça se déroule sur ce côté. De venir s'installer plutôt au Ghana. Et c'est véritablement important parce que aujourd'hui aux États-Unis, il y a le développement de ce qu'on appelle les textes ADN d'ascendance, que les Africains veulent savoir d'où ils viennent. Et donc ça, c'est un élément important. L'autre élément aussi qui favorise cela, il y a aussi le réveil du nationalisme de l'extrême droite, aussi en France, dans les pays européens de façon générale. Il y a aussi le développement de ce qu'on appelle le suprématisme
blancs aux États-Unis, notamment avec les mouvements qu'on connaît tels que les néo-nazis ou les Ku Klux Klan et autres là. Et donc là où il y a une forte communauté étrangère, et tout de suite on voit que l'extrême droite prend de l'ascendance, les suprématistes blancs sont de plus en plus écoutés. Et c'est ce que j'explique là, qui est très important, M. Sibaï, permettez-moi de le dire. Et les bavilles policières à l'encontre des Noirs aux États-Unis, ces derniers temps que nous avons vu à travers les médias, sont en train de développer le sentiment chez certains Africains d'origine, d'ascendance africaine, se dit qu'ils ne sont plus chez eux. Donc ce mouvement-là est une opportunité pour les pays africains. Et certains pays comme le Ghana, par exemple, l'ont compris depuis très longtemps, même depuis l'époque de Kwame Nkrumah. Donc aujourd'hui, ils veulent capter, je veux dire, cette manne qui est en train de venir. Deuxièmement aussi, deuxième point, c'est sur le point législatif. En accordant la double nationalité, par exemple, aux membres de la diaspora, comme ça se passe au Sénégal. De sorte qu'un Ivoirien qui a acquis la nationalité américaine n'a pas besoin d'avoir un visa lorsqu'il revient chez eux. Donc, en leur donnant cette opportunité, beaucoup de personnes aussi, beaucoup de pays aussi jouent sur ce tableau-là, par exemple, pour accorder cela. Et accorder aussi certains avantages fiscaux aux membres de la diaspora. Donc, je veux dire que c'est tout au niveau, c'est là que cette bataille-là se déroule. Maintenant, pour en venir à l'enjeu, l'enjeu aujourd'hui est purement économique. Oui. C'est un enjeu capital, stratégique même, je veux dire. On a parlé tout à l'heure de combien de 32 500 milliards de francs CFA. C'est énorme. C'est 3 fois. Je veux dire, je vous donne l'exemple, par exemple, du cas du Nigeria. Le Nigeria, la diaspora nigériane dans le monde a expédié dans son pays, a transféré plutôt, c'est le mot, de 25 milliards de dollars. Près de 2 000 milliards de francs CFA. Non, c'est 12 000 milliards de francs CFA dans le pays. Mais regardez, quand vous prenez le classement des pays africains, des économies africaines qui sont en tête aujourd'hui, prenez le classement, vous allez voir, vous voyez très bien qu'il y a un lien entre ce classement-là et le flux d'argent, de transfert qui vient de la diaspora. Prenons le cas de choses. Le Nigeria est la première puissance économique d'Afrique, suivi de l'Égypte. 3e pays, il y a le Maroc. Et puis, il y a une chose qu'on appelle ça le Ghana. La diaspora ghanéenne qui est partie en Australie, dans les autres pays africains, sont en train de... Si vous allez au Ghana aujourd'hui, vous verrez par exemple des quartiers qu'on appelle East Legon, qui sont construits totalement par les membres de la diaspora ghanéenne. Donc, c'est un élément très important. Donc, l'enjeu est vraiment capital. Nous allons, les États africains vont coup derrière, par exemple, l'aide publique au développement, parfois, dans des conditions, je vais dire, permettez-moi le terme, un peu humiliantes, parfois aussi difficiles. Donc, si nous avons nos propres ressources, enfin nous, je parle de nous, je parle des pays africains, peuvent utiliser ces ressources de la diaspora, ça serait une très bonne chose. Donc l'enjeu est capital, il est financier, mais il est aussi humain, parce que nous sommes dans l'économie du savoir aujourd'hui. Donc les pays, la compétition entre les pays, c'est une compétition pour acquérir le savoir. C'est le savoir, l'éducation qui permet à un pays, par exemple, d'être compétitif par rapport à un autre. Voilà. Ça doit la parole. Hein. Oui. Est-ce qu'on peut arrêter la diaspora? On ne peut pas arrêter le diaspora. Et d'ailleurs, même les prédictions de la Banque mondiale estiment après plus de 51 milliards de dollars le niveau que les transferts des diasporas africaines vers leur pays atteindront en 2020. Et ça, ce sont les estimations de la Banque mondiale qui sont, je vais dire, qui peuvent même être dépassées. Donc, je vais dire que c'est véritablement important. Docteur, avec les transferts de fonds, on voit que ce sont des montants qui se chiffrent à des milliers de milliards de francs CFA. Est-ce que c'est un manque à gagner pour les pays européens ou bien c'est négligeable? Non, ce n'est pas un manque à gagner. C'est l'argent que les gens de la diaspora ont acquis avec le fruit de leur travail. Donc, normalement, les capitaux doivent circuler. C'est parce que les capitaux circulent mal qu'il y a des États qui n'ont pas de ressources pour pouvoir travailler. Donc, ce n'est pas un manque à gagner. Ce n'est pas du tout ça. Mais bon, je peux donner le chiffre de 0,9 à 1,2%. Ah oui, c'est négligeable. C'est négligeable pour les pays africains de façon générale. Les pays européens, déjà, ce n'est pas... Déjà qu'il y a un filtre déjà qui aussi au niveau des transferts avec les montants élevés, il y a un filtre qui est là, mais c'est une somme qui est négligeable, qui est négligeable pour ces pays, pour ces pays occidentaux. En même temps aussi, il faut dire que ça les aide aussi à montrer qu'ils se soucient
plus, je ne dirais pas le mot pauvre, mais des plus démunis que nous sommes. Merci. Docteur, que nous réserve l'avenir? Non, l'avenir, c'est que les diasporas vont continuer. Comme on l'a dit en introduction, la diaspora, c'est la dispersion des peuples suite à des conflits, suite à des crises. Mais actuellement, il n'y a pas forcément, c'est pas suite à des crises, mais c'est suite à des problèmes économiques. Donc les hommes vont continuer à se déplacer. Et les terres d'accueil vont commencer à faire ce qu'on appelle des replis identitaires. Donc dans les pays d'accueil, on va voir que l'extrême droite va se développer, etc. Mais les diasporas vont continuer, même avec les barrières, avec les murs qui ont été construits, tout ça, les gens vont toujours traverser. Donc malgré les murs, les gens vont toujours se déplacer. Exactement, exactement. Je pense qu'on a vu dans un documentaire qu'il y avait un tunnel qui avait été creusé sous le mur qui est en train d'être construit entre le Mexique et les États-Unis. C'est-à-dire que rien ne peut arrêter les hommes lorsqu'ils doivent fuir les difficultés économiques. Donc les diasporas vont se poursuivre. Les hommes vont aller des lieux où il fait mieux vivre tous les jours. Et donc ça va continuer. Seulement les États vont mettre encore des barrières, à chaque fois des barrières. Voilà. Et moi, ce que je peux ajouter aussi à ce que mon collègue a dit, c'est que les Nations Unies ont décrété la décennie 2015-2021 comme étant la décennie des personnes d'ascendance africaine. Je veux dire, donc, cela dit, de plus en plus, il va y avoir un flux des Africains de la diaspora, notamment en parlant des Afro-Américains vers les pays d'origine. Il faut estimer que généralement ce flux va vers le Ghana, parce que des études ont montré qu'effectivement, que c'était de façon historique, c'était l'endroit à partir duquel les esclaves étaient regroupés pour aller aux États-Unis. Mais aussi, il faut dire qu'il y a un aspect qui est lié à la langue. C'est plus facile, par exemple, pour un Afro-Américain, par exemple, de s'installer au Ghana. Je vous ai dit qu'ils sont déjà près de 3 000 à 5 000 qui sont déjà installés au Ghana, qui ont la nationalité, grâce à la langue, l'anglais, etc., etc. Mais autre chose aussi, il y a d'autres pays, par exemple, comme le Nigeria. Il y a ce qu'on appelle le RIPAT, et dont on a oublié de parler tout à l'heure. Il y a un mouvement, le repatriation en anglais, aujourd'hui, qui est un mouvement qui fait en sorte que les Africains qualifiés dans les pays européens ont de plus en plus envie de venir rentrer chez eux. Non seulement, pour apporter la plus-value à l'économie de leur pays, et aussi pour des raisons qui sont souvent personnelles, parce qu'ils ont acquis de l'expérience. Beaucoup ne sont... Il y a certains parmi eux-mêmes qui sont très fortunés, qui y sont. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, vous êtes un Africain, vous êtes qualifié, etc., etc., mais il y a un certain niveau, vous ne pourrez pas arriver en Europe. On ne vous le dira pas, mais ce sont des barrières invisibles qui sont là, qui vous empêchent d'arriver. Les barrières de verre. Les barrières de verre. Et donc, les Africains qui vivent là-bas le savent. Il y a un mal-vivre qui est là aujourd'hui. Ils ont véritablement envie de revenir. Et ce mouvement qu'on appelle le repatriation, beaucoup de pays africains, notamment le Ghana et le Nigeria, ont flairé, je vais dire, la niche. De sorte qu'aujourd'hui, à Lagos, vous voyez les jeunes Nigérians qui viennent, soit pas de Londres, des États-Unis, qui ont fait des grandes études dans les grandes écoles, aujourd'hui qui s'insèrent parfaitement dans le tissu économique. Et puis, je veux dire, à plus long terme aussi, on parle du réchauffement climatique. Nous faisons des simulations en tant que spécialistes en intelligence économique, en sorte que le changement climatique va faire en sorte que de plus en plus les pays qui seront impactés par certains changements climatiques ou bien aussi par des conflits. Parce que les conflits qui se déroulent actuellement, suivez un peu, nous avons dans la bande saharienne actuellement les conflits qui s'y déroulent, au Nigeria, avec les autres choses. Mais qu'est-ce que les populations font? Les populations vont chercher à migrer vers les zones où ils se font beaucoup plus en sécurité. La preuve, c'est qu'il n'y a pas longtemps, les Africains continuent toujours de se jeter à la mer, se nourrir, pour mourir dans la mer, aussi dans l'océan, pour pouvoir joindre l'Europe jusqu'aujourd'hui. Malgré les images, les sensibilisations, les barrières même qui ont été mises, tout ça aujourd'hui, la Libye qui était un peu comme une éponge qui servait à filtrer l'arrivée des migrants, je parle des Africains, je ne parle pas des autres, qui a filtré le mouvement des Africains vers l'Europe, mais aujourd'hui vous savez qu'il y a une bataille qui se déroule là-bas, donc ça veut dire que cette éponge a commencé aussi à se perforer. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que comme il n'y a plus d'espoir au sud, d'espoir et d'espérance au sud. Donc les gens
naturellement partir. Donc ce mouvement va s'amplifier de plus en plus. Surtout quand on regarde, on sait très bien que c'est une manne financière qui est là. Donc ça va continuer. Ok, merci beaucoup. Notre émission est pratiquement terminée. Et merci, cher spécialiste en intelligence économique. Et nous étions avec M. Sadia Zouzou, il est spécialiste en intelligence économique. Merci. Sadia, avec Dr Alexis Kofi et moi, il est enseignant formateur à l'école de commerce et de gestion ECG ici à Abidjan. Merci. Eh bien, chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, nous devons repenser le développement de l'Afrique en impliquant davantage notre diaspora. Bonsoir.